bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans des concepts fondamentaux de la cybersécurité. On va partir de questions souvent posées. Notre but, vraiment, extraire le jus, l'essentiel, pour mieux comprendre ce domaine qui est, disons-le, assez complexe. Alors, pour commencer, un grand classique, le cloud. Il y avait cette question sur le modèle de service qui permet de développer, de gérer des applications sans avoir à se soucier de toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Ah oui, ça c'est typiquement le PaaS, Platform as a Service. Passe, d'accord. C'est ça. En fait, faut imaginer, c'est un peu comme louer une cuisine pro tout équipée. Vous faites la recette, donc votre appli, Mhm. mais vous ne gérez ni les fours ni la plomberie, ça c'est l'infrastructure. C'est différent de l'IaaS, où là on loue juste l'espace et le matos de base, si on veut. Ok. Ou du SaaS, où là c'est carrément le plat tout fait, le logiciel clé en main. Le PaaS, son vrai plus, c'est cette abstraction pour les devs. Oui, ça permet de se concentrer sur le code, en gros. C'est puissant comme idée. Et pour la partie sécurité des communications sur le web, alors là, le SSL-TLS, ça revient tout le temps. C'est quoi son rôle fondamental? Son rôle premier, c'est vraiment de sécuriser les données quand elles voyagent entre un client, genre votre navigateur, et un serveur web. D'accord. C'est le petit cadenas, quoi. Il assure que ce qui est dit reste confidentiel et que personne ne modifie le message en cours de route. Donc confidentialité et intégrité? Voilà. Il ne s'agit pas principalement d'authentifier des mots de passe côté serveur, ou de faire du cache ou de compresser. Non, c'est vraiment sécuriser le tuyau pendant le transfert. Très clair. Bon, on sécurise les communications légitimes. Mais comment les attaquants, eux, ils essaient de rentrer? Le framework mi-titre ATTAK, il parle souvent d'une tactique pour l'accès initial. Oui, le hameçonnage, le phishing, c'est hyper fréquent pour mettre un premier pied dans la place. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça repose moins sur une faille technique pure que sur la psychologie, en fait. L'humain, quoi. Exactement. L'ingénierie sociale. On trompe l'utilisateur pour qu'il clique, qu'il donne un mot de passe, qu'il ouvre une pièce jointe. On se fait passer pour la banque, le service IT. Un classique. Un grand classique, malheureusement efficace. Et une fois qu'ils ont réussi cet hameçonnage, qu'ils sont entrés, j'imagine que c'est pas fini. Ils cherchent à faire quoi ensuite pour avoir plus de contrôle? Non, c'est souvent juste une porte d'entrée, avec des droits très limités. Donc l'étape d'après, quasi systématique, c'est l'escalade de privilèges. L'escalade de privilèges. C'est ça. Le but, c'est de passer d'un accès utilisateur standard, disons, à un accès administrateur. Mhm. Pour ça, ils vont chercher des failles dans le système, des mauvaises configurations. L'idée, c'est d'obtenir les clés du royaume, quoi, pour accéder à tout. D'accord. Et face à ces manœuvres qui peuvent être discrètes, comment on les détecte côté défense? On entend parler d'analyse comportementale. Ça consiste en quoi au juste? Oui, c'est devenu crucial. L'analyse comportementale, son principe, c'est d'abord d'apprendre ce qui est normal sur le réseau, pour un utilisateur, pour une machine. Établir une référence ensemble? Voilà. Et ensuite, on cherche tout ce qui sort de cette norme, les anomalies. Par exemple, détecter du beaconing. Le beaconing. C'est quand une machine compromise envoie des petits signaux très réguliers vers un serveur de contrôle externe. C'est discret, mais c'est pas normal. Ah oui. Ou alors, repérer des transferts de données sortantes énormes à des heures improbables. Ça peut sentir l'exfiltration de données. Ce sont des signaux faibles que l'analyse comportementale peut capter. Intéressant, donc on cherche l'aiguille dans la botte de foin en quelque sorte. Côté défense, toujours. Les outils pratiques. Le scripting revient souvent. Pourquoi c'est si utile? Le scripting, c'est un peu le couteau suisse de l'analyste sécurité. Ça permet d'automatiser plein de tâches simples, répétitives, qui prennent un temps fou sinon. Comme quoi, par exemple? Analyser des logs, vérifier des configurations sur plein de machines, lancer des scans basiques. En automatisant ça, on réduit les erreurs bêtes humaines. Mhm. Et surtout, ça libère du temps pour que les humains se concentrent sur les problèmes plus complexes, les enquêtes qui demandent vraiment de l'analyse. C'est l'idée de l'automatisation dans les SOC, les centres d'opération de sécurité. Donc l'automatisation qui aide l'humain, pas qu'il remplace. Exactement. Ça augmente ses capacités. Et au-delà des outils, l'aspect humain, la collaboration. Pourquoi on insiste tant sur le fait d'intégrer les équipes IT et cyber? Ça paraît logique, mais pourquoi c'est si important? Parce que la sécurité, c'est pas juste l'affaire de l'équipe cyber dans son coin. Isoler ces équipes, c'est une erreur. D'accord. Quand les équipes qui gèrent les systèmes, les réseaux, et celles qui gèrent la sécurité bossent main dans la main, tout va plus vite. La résolution de problèmes, la réponse à un incident, c'est beaucoup plus efficace. On partage l'info plus vite. On partage l'info, on partage les expertises. La cyber, ça touche à tout, hein. Le réseau, le système, le dev, même le juridique. Personne ne peut être expert en tout.
C'est vraiment la mise en commun qui fait la force. Logique, oui. Un dernier point plus technique, pour sécuriser nos échanges, les emails. SPF et DKIM, comment ça marche ces deux-là? Alors, SPF et DKIM, c'est un peu les gardes du corps de l'email. SPF, Sender Policy Framework, ça permet au serveur qui reçoit l'email de vérifier si le serveur qui l'envoie avait bien l'autorisation d'envoyer des emails pour ce nom de domaine. Genre, est-ce que ce serveur a le droit d'envoyer au nom de mon domaine.com? C'est exactement ça. C'est vérifié via des enregistrements DNS. Et puis, il y a DKIM, Domain Keys Identified Mail. Lui, il ajoute une signature numérique à l'email. Une signature? Oui, une sorte de sceau numérique qui prouve deux choses. Que l'email vient bien du domaine qu'il le prétend, et surtout que le contenu n'a pas été modifié en cours de route. Intégrité. D'accord, donc SPF vérifie l'expéditeur, DKIM vérifie le contenu à l'expéditeur. En gros, oui, ensemble, ils rendent beaucoup plus difficile l'usurpation d'identité par email et donc ils aident à filtrer le spam et le phishing. Parfait, c'est plus clair. Bon, alors si on résume un peu tout ce qu'on a vu, on a parlé de sécuriser les communications web avec SSL-TLS et les emails avec SPF et DKIM. C'est ça. On a vu comment les attaquants peuvent entrer, notamment via le hameçonnage, et comment ils cherchent ensuite à gagner plus de pouvoir avec l'escalade de privilèges. Tout à fait. Et côté défense, on a parlé de l'importance de l'analyse comportementale pour détecter les activités suspectes, comme le beaconing, et de l'utilité des outils comme le scripting pour automatiser, ainsi que de la collaboration indispensable entre les équipes. Exactement. Un bon tour d'horizon. Et ça soulève peut-être une dernière question pour la route, une réflexion. On a beaucoup insisté sur l'importance de la collaboration humaine, parce que les expertises sont très diverses en cyber. Oui, Mais en même temps, on utilise des techniques comme le sandboxing, par exemple, qui visent justement à isoler techniquement les applications pour empêcher un malware de se propager. l'isolement technique. Voilà. Alors comment on trouve le bon équilibre entre cet isolement technique qui est nécessaire pour contenir les menaces et cette collaboration humaine qui est vitale pour une défense globale efficace? C'est un peu le défi permanent, non ?